Je te propose de poursuivre notre réflexion autour de ces questions de transformation, de changement, de projets, qu'on n'arrive pas forcément à, mettre au monde, qui restent parfois dans notre tête, dans nos rêves, mais qui n'arrivent pas, pour des raisons, parfois un peu obscures, qu'on n'arrive pas à enraciner dans le quotidien et dans le concret. Si tu n'as pas déjà écouté le podcast de la semaine dernière, pourquoi on repousse ce qui nous tient vraiment à cœur, je t'invite à aller l'écouter parce que on en a déjà parlé beaucoup de cette question de transformation. On va continuer aujourd'hui en mettant un petit peu le focus sur cette question de remaniement identitaire. On s'était un petit peu arrêté là la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'ai envie de décortiquer avec toi toutes les étapes, on pourrait dire, de ce remaniement identitaire parce que finalement beaucoup de nos blocages dans ce qu'on a envie de poursuivre, dans ce qu'on a envie de créer dans notre quotidien, peuvent venir d'une dissonance, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais d'une dissonance entre ce qu'on vit, ce qu'on pense être, qui on pense être, et ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut créer autour de nous. Et pour ça, le remaniement identitaire, il permet vraiment d'aller débloquer, dénouer les nœuds internes qui empêcheraient, parfois d'avancer tout simplement sur notre chemin et de poursuivre la bonne direction. Je suis Agathe Pingusson et je suis aussi psychologue, psychothérapeute, superviseuse, formatrice et créatrice de contenu autour de la psychologie, de la psychothérapie et de la santé mentale en général. Depuis 2015, mon métier de psychologue m'a amené à accompagner de multiples problématiques et situations de vie. Et depuis 2020, j'accompagne aussi les professionnels dans l'exercice de leur métier. Ici, je vous partage mes réflexions autant entrepreneuriales, cliniques que quotidiennes autour de l'introspection, de l'évolution personnelle et professionnelle, de la complexité de l'expérience humaine, individuelle ou relationnelle. Mon intention est d'ouvrir des portes d'élaboration, de créer de la curiosité, de permettre des remises en question de nos idées reçues, de nos injonctions, de nos limitations ou encore de nos loyautés pour créer de l'espace à la nouveauté et à l'innovation, si petite soit-elle, dans nos vies de tous les jours. Si cela vous plaît, je vous invite à commenter les épisodes qui résonnent pour vous, à partager le podcast aux personnes qui en auraient besoin et à laisser une belle note pour soutenir le podcast des Dessous du Psy. Belle écoute! Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour le deuxième épisode des Dessous du Psy sous Psycréate. Si tu ne sais pas ce dont je parle, eh bien, à nouveau, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière parce que tout y est expliqué quelque part. En attendant, nous, on va poursuivre notre réflexion sur ces histoires de changement, de transformation. Je sais que ça a parlé à beaucoup d'entre vous, même si j'ai encore une petite audience, mais j'ai eu beaucoup de retours de part et d'autre pour me dire que l'épisode de la semaine dernière vous a beaucoup parlé, que c'est des thèmes qui résonnent. Et je pense que quelque part c'est rassurant en fait, je trouve, de se dire que ça résonne avec beaucoup de monde, parce que c'est quand même un thème qui je trouve est profondément humain, cette question d'évolution. Est-ce qu'on continue à évoluer ou est-ce qu'on n'évolue plus? Donc finalement que ça parle à tout le monde, ça vient parler de ce que certains systémiciens diraient en parlant de résistance au changement. C'est vrai que l'humain est pas très connu pour sa grande capacité d'adaptation au changement, n'est-ce pas? On a tout un tas de peurs, tout un tas de blocages, tout un tas de freins, tout un tas de pensées qui viennent un peu nous arrêter dans le process. Et en même temps, quelle richesse de pouvoir avoir l'occasion de décortiquer un peu tout ça et puis de voir à quoi nous servent aussi nos freins et nos pensées qui nous bloquent. Tout ça, on va essayer d'en parler aujourd'hui. Bien évidemment, vu la richesse du thème, ce n'est pas en 2 épisodes qu'on va couvrir l'intégralité de toute cette thématique, qui est un sujet, c'est un travail d'une vie, en fait, d'être à l'aise avec l'évolution, d'être à l'aise aussi avec cette question de est-ce que je m'autorise à suivre mon aspiration, parce que c'est vraiment ça que j'ai en tête entre la semaine dernière et aujourd'hui. C'est pas simplement est-ce que j'arrive à passer
je sais pas, de mon adolescence, à ma phase adulte, même si c'est une énorme évolution, c'est un énorme processus de transformation et pour le coup, on en parle, souvent avec mes patients quand, ils sont dans ces tranches d'âge, là et je trouve ça passionnant. Je l'ai moi-même travaillé en tant que patiente, je trouve ça, vraiment très riche comme travail et souvent un peu sous-estimé en mode: «Oui, bon, bah, voilà, tu vas monter en âge» entre guillemets, prendre de l'âge et puis, bah, ton identité d'adulte, elle va bien finir par te rattraper, à un moment donné, on pourrait s'arrêter là, mais il y a tellement, tellement plus de choses à dire. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en fait, il va y avoir des similitudes avec ce qu'on va aborder ensemble, autour du remaniement identitaire. De manière résumée, si on peut dire ça comme ça, j'aimerais, essayer de déplier là comme une espèce de cartographie des étapes, dont on va parler aujourd'hui, qui sont pas du tout exhaustives, hein, bien sûr, mais qui permettent parfois de travailler quand même, toute cette question de transformation, de comment je m'y prends et surtout comment je m'y prends pour travailler ce remaniement identitaire, parce que ça veut tout et rien dire. Remaniement identitaire en soi, c'est voilà, comment je passe d'un point A à un point B dans mon sentiment d'identité. Qu'est-ce que je m'autorise, ce que je m'autorisais peut-être pas? Qu'est-ce que je m'interdis que je m'interdisais peut-être pas? Bon, ça c'est peut-être pas terrible, ça dépend des interdits. Mais globalement, vous avez compris la vibes. Donc, avant de se demander pourquoi on veut changer, parce que ça va faire partie des étapes. Mais avant de se demander pourquoi on veut changer, pourquoi on veut faire autrement, autre chose, pourquoi on veut poursuivre un projet de plus ou moins grande envergure, hein, peu importe le projet qu'on a en tête, je pense qu'il est bon de savoir d'où on part. Tout simplement parce que si on sait pas d'où on part, mais qu'on sait où on veut aller, on va avoir aussi du mal à poser des étapes qui soient adaptées à ce cheminement-là. La semaine dernière, je vous disais aussi, et donc ça je vais pas y revenir en détail aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais qu'on a aussi besoin de définir la nouvelle direction, la nouvelle destination, j'ai envie de dire. Donc là il faut savoir d'où on part, nous on va plus se focaliser là-dessus aujourd'hui, pour voir les dissonances aussi, les différences, mais les dissonances qu'il peut y avoir avec cette nouvelle destination, le truc qu'on veut atteindre, que ce soit un projet, une identité, un cadre de vie, enfin voilà. Ça peut être entre guillemets tout et n'importe quoi. Parce que ce sont dans ces dissonances-là, entre d'où je pars et où je veux aller, que se trouvent beaucoup de blocages, et notamment de blocages identitaires. Et si on repère pas ces blocages identitaires, globalement, en fait, on aura beau tenter de rejoindre la nouvelle destination, ça risque de prendre soit énormément de temps, soit de ne pas arriver du tout. Et ça, je vous en parlais aussi la semaine dernière, ça peut même nous amener à l'opposé. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Clairement, je suis allée à l'opposé de l'endroit, enfin de la destination vers laquelle je voulais aller. Donc c'est pareil, je vous renvoie vers la semaine dernière, je vais pas faire des doublons. Mais du coup, point de départ, d'où je pars, quel est mon fonctionnement actuel, qu'est-ce qui me rassure, ce dont je pense aussi avoir besoin, ou le plus besoin, ou ce dont je pense ne plus avoir besoin, c'est encore autre chose, ce que j'aime, mais aussi ce que j'aime plus, ce que j'aime pas, ce que j'aime toujours, ou ce que j'aime toujours pas. Tout ça, ça fait partie de notre point de départ. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser en soi, soit sur papier, soit dans votre tête, selon ce qui est le plus simple pour vous. Moi, j'aime beaucoup écrire parce que ça me permet vraiment de poser mes idées. Et en écrivant, en général, alors pas des épiphanies à chaque fois, faut pas déconner, mais il y a des choses qui se passent, il y a des réalisations que je réalise. Merci Agathe. Des réalisations que je réalise. Mais ouais, il y a des choses, des petits bouts de processus de réparation aussi qui se font, des ouvertures, des autorisations que je commence à sentir dans mon corps en écrivant. Donc si la vibes écrivain vous plaît, allez-y parce que je trouve que c'est un bon média, mais ça peut être autre chose. Vous pouvez vous faire des notes vocales, vous pouvez juste avoir un dialogue mental aussi, sans forcément l'extérioriser quelque part. Du moment que ça vous parle, c'est ça l'essentiel. Donc, là on est sur le point de départ. J'y reviendrai un petit peu. Je donne juste la cartographie un peu générale là. Donc,
En deuxième étape, ça on en a parlé la semaine dernière, définir la nouvelle direction à prendre. Donc ça je vais pas revenir dessus, je vous laisse aller voir l'épisode de la semaine dernière si c'est pas clair. Et en troisième étape, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'ai spoilé, c'est justement comparer les deux versions entre mon point de départ et l'arrivée, enfin le point d'arrivée que je veux atteindre, et de relever toutes les incohérences, tous les paradoxes. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est là que va se cacher les enjeux du remaniement identitaire, et c'est ça qu'on a besoin de faire. C'est là où on a besoin d'aller taffer à l'intérieur de soi pour que petit à petit, les deux versions, c'est-à-dire là d'où je pars et là où je veux aller, se rapprochent, ou en tout cas deviennent plus accessibles, plus, même je dirais, conceptualisables dans notre tête, et que le chemin pour aller du point A au point B ne soit pas que semé d'embûches. Il y en aura des embûches, parce que la vie fait qu'il y a des embûches, mais c'est pas très grave en fait, c'est même plutôt chouette qu'il y ait des embûches, mais ça peut-être qu'on en parlera une autre fois. Mais en soi, c'est est-ce que cette étape-là, est-ce que ces étapes-là pour aller du point A au point B, est-ce que je saurais les faire de manière convenable, j'ai envie de dire. Là, je fais référence à ce qu'on disait aussi la semaine dernière par rapport à comment on est sur le chemin, comment on se rapproche de la direction qu'on a choisie, et pas simplement est-ce que j'y vais. Ce qui m'est arrivé ces 3-4 dernières années, où je pensais être dans la bonne direction, et en fait, que nenni, je n'étais pas sur la bonne direction, j'étais à l'opposé, et pourtant j'étais persuadée d'être dans la bonne direction. Bon, bref. Revenons un instant, si vous voulez bien, à cette première étape de savoir d'où on part. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi mon fonctionnement actuel, c'est quoi qui me rassure, c'est quoi ce dont je pense avoir besoin, ce dont j'ai réellement besoin, des fois c'est pas tout à fait pareil. Typiquement, pour illustrer un peu le propos, et c'est parce que c'est le parti pris que je prends depuis la semaine dernière, n'est-ce pas, dans le podcast, c'est que je vous illustre aussi avec des choses de ma vie à moi, dans la mesure du possible, en tout cas, par rapport au thème abordé, mais là ça résonne fort. Typiquement, ce que je pensais, ce dont je pensais avoir besoin avant, bon, ce dont j'ai toujours besoin quand même dans une certaine mesure, vous allez comprendre, mais c'est cette sécurité financière. Que m'apportait mon travail de psychothérapeute classique, on va dire, où j'organisais ma semaine autour des consultations thérapeutiques, que ce soit thérapie ou supervision ou autres prestations, mais en tout cas c'était vraiment on va dire ce business model, si on parle comme ça, de je vois quelqu'un, je délivre un service en temps réel et je suis rémunérée après ce temps-là, ce temps de séance. Et ça m'apportait ma sécurité financière, puisque en fait depuis 2017 je travaille en tant que libérale, et c'est comme ça que je me rémunère en fait, que j'ai un salaire chaque mois, pour parler clairement. Sauf que dans mon envie de changer de façon de travailler, si je change de façon de travailler, ça veut dire que je change ça, fondamentalement, puisque c'est ça que je voulais faire évoluer. Je ne voulais plus, et je ne veux toujours plus, que toute ma semaine de travail ne tourne que autour des séances de thérapie ou de supervision, enfin voilà, que je délivre, on va dire, aux patients ou aux professionnels. Sauf que si j'enlève ça, j'enlève aussi ma sécurité financière telle que je la connais. Donc là, il peut y avoir déjà un premier nœud. Ça fait partie des dissonances, ça fait partie des paradoxes. C'est en fait, je veux garder ma sécurité financière, mais je veux quand même changer ma façon de travailler, sauf que si je change ma façon de travailler, j'enlève ce qui constituait ma sécurité financière. Donc comment je recrée de la sécurité financière ailleurs, autrement, en lien avec la destination que je souhaite, j'allais dire poursuivre, vers laquelle je veux aller. En même temps, par exemple, ce que j'aime plus, ce que j'aime pas, ce que j'aime encore, ce que j'aime toujours pas, etc. À la base, mon point de départ, alors ça a beaucoup évolué déjà depuis 6 ans. Je vous dis depuis 6 ans parce que idem, je vous laisse aller écouter le podcast de la semaine dernière si vous ne savez pas pourquoi je parle de 6 années. Mais du coup, mon point de départ il y a 6 ans, c'était que j'avais envie de développer j'avais déjà en tête tous ces programmes en ligne, ces formations pour les pros, etc. Donc que je fais aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était plus une graine qui avait besoin de germer. Sauf que ça,
pour que ce business model-là, hein, qui est quand même très différent de uniquement je vois des gens en consultation, je suis payée, etc., il nécessitait notamment une présence en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux. Le podcast, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai créé un petit peu à cette période-là aussi, j'ai un doute. En tout cas, je voulais avoir un espace parce que j'aime bien parler, je sais pas si vous l'avez entendu déjà la semaine dernière. Je sais plus, je crois qu'il durait 40 minutes déjà l'épisode de la semaine dernière. Mais ouais, je me dis ça c'est un espace où je suis libre de m'exprimer, d'exprimer ce que je veux et de la durée dont je veux. Je sais pas si c'est français. Et puis, bah, si c'est trop long, et que vous avez pas envie d'écouter aussi longtemps, bah, rien ne vous oblige, en fait, à écouter aussi longtemps. Donc moi, je me saisis de cet espace-là. Ça me gênait pas, c'était quelque chose que j'aimais bien. Donc c'était à mi-chemin entre j'ai du mal, je résiste à l'intérieur de moi, par rapport à cette présence en ligne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, pour moi, et j'y reviendrai, mais autour de cette présence en ligne. Et en même temps, le podcast, c'est un truc que je sentais accessible et agréable pour moi. Bon, déjà, on enlève le visuel, parce que je fais le choix de ne pas me filmer pendant que je fais les podcasts. Je suis plus libre, voilà, je peux le faire en pyjama si j'en ai envie. C'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est déjà arrivé. Et ça me va bien. C'est cette liberté-là qui fait partie de ma destination, hein, qui fait partie de la nouvelle direction que je veux prendre. Donc ça j'aime bien. Et ça faisait un entre-deux, entre, pour le dire vite, j'aime pas et je veux pas être trop présente en ligne sur les réseaux sociaux. Et en même temps, bah, il faut bien le faire parce que ça fait partie du deal quelque part. Ça fait partie de comment ce que je veux concrétiser peut réellement se concrétiser. Si je fais mes petits trucs dans mon coin, que j'en parle à personne, que j'ai un site internet, certes, visible en ligne, mais que je suis pas du tout visible autrement que comme ça, bah j'aurais beau faire toutes les formations, tous les programmes en ligne, toutes les méditations, peu importe, tous les contenus digitaux que je veux, j'en suis pas sûre qu'ils trouvent destinataire, n'est-ce pas? Donc là aussi, ça peut faire dissonance entre ce qui me pose problème dans mon point de départ, ce que j'aime pas, ce que j'aime, moi, et ce dont je vais avoir besoin pour aller dans la bonne direction, pour que ma vision, entre guillemets, que mon aspiration se concrétise. On est déjà presque là dans, on va dire, le mode opératoire, si on peut dire ça comme ça. Et on voit qu'en fait, tous les points de dissonance, ça va nous donner notre mode opératoire. C'est pour ça que c'est hyper intéressant et que c'est hyper précieux si on regarde pas les points de dissonance, les points de paradoxe, donc tout ce qui fait partie du travail du remaniement identitaire, on sait pas par où aller. On ne sait pas quelle action poser, on sait pas ce qu'on a besoin de travailler en nous, ce qu'on a besoin de réautoriser. Bon là, je me répète peut-être par rapport à tout à l'heure, donc je vais avancer dans ce podcast, n'est-ce pas? Mais voilà, ça faisait partie, pour illustrer, ça faisait partie de mes points de dissonance à moi. Ce truc de réseau, de présence sur les réseaux, et en même temps, c'est le jeu ma pauvre Lucette, ou ma bonne Lucette, j'ai plus l'expression, mais ça fait partie du schmilblick. Idem, le simple fait, parce que je l'ai passé un petit peu en mode c'est normal, mais le simple fait j'allais dire d'assumer, mais déjà de m'autoriser à penser, à conscientiser même, je dirais, avant même de m'autoriser à penser, mais de conscientiser, puis de m'autoriser à penser, puis d'assumer, y compris là quand je vous en parle en podcast, le fait que, effectivement, je n'ai plus envie d'organiser ma semaine autour des consultations. Rien que ça, là aujourd'hui, je suis claire avec ça, je suis au clair avec ça, et ça me paraît être entre guillemets une évidence, dans le sens bah oui, j'ai le droit en fait, j'ai le droit d'avoir envie de changer ma façon de travailler, c'est quand même moi qui travaille, l'argent que je reçois vient de mon travail, de ma façon de travailler, et il y a bien une chose que l'entrepreneuriat et que l'aspect indépendant permet, c'est de choisir comment on travaille. Donc des fois on l'oublie, hein. Des fois on l'oublie, on se laisse, surtout chez les psys je pense, mais c'est vraiment un truc très courant chez les entrepreneurs, de s'oublier soi-même et de faire passer, alors selon le business qu'on a, entre guillemets, selon l'entreprise qu'on a, de faire passer soit les clients, soit les patients, soit enfin les gens en fait qui vont nous permettre de vivre,
au premier plan. Ça veut pas dire qu'il faut les oublier, qu'il faut faire comme s'ils existaient pas parce que, bah, ce serait pas très humain, puis pourquoi on entreprend si c'est pour se foutre totalement de l'humain? Ça, c'est une autre question que je vais pas rentrer dans ce débat-là. Ça me paraît un peu saugrenu, mais il faut quand même pas s'oublier, il faut pas se faire passer, tout le temps en «dernier» entre guillemets ou après, les gens qu'on accompagne notamment, quand on est psy. Ça, c'est un gros, gros, gros sujet si jamais ça vous intéresse, si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire, on pourrait éventuellement, faire tout un podcast là-dessus. Hem, sur cette question, bah, est-ce que finalement le psy, devrait, se faire passer en premier ou pas? Parce que c'est bien plus complexe que ça n'en a l'air, ce sujet. Donc tout ça pour dire que le simple fait de m'autoriser et d'assumer, comme ce que je fais aujourd'hui, de dire: «Oui, en fait, voilà, c'est comme ça pour moi et moi j'ai envie d'organiser mon temps de travail autrement», ça m'a pris du temps. Ça m'a pris, je pense même que ça m'a pris plusieurs années, j'ai plus la chronologie exacte en tête, mais d'ouvrir tout court cette autorisation, de me dire: «Bah, en fait, je suis psy, mon métier, c'est d'être psy, c'est de voir des gens, c'est de voir des patients. Déjà, est-ce que j'ai le droit de voir pas que des patients, mais aussi des pros?» Ça a été un premier remaniement identitaire, parce que là, pour le coup, ça vient vraiment toucher l'identité. Est-ce que je suis juste thérapeute ou est-ce que je suis aussi superviseur? Donc premier remaniement identitaire qui était un petit peu plus soft, hein, celui-là que de passer de: «Je suis psy, donc je dois voir des gens et je dois être dans ce fonctionnement de prestation de service, hein, je passe, du temps avec mes patients ou les pros en supervision et je suis rémunérée pour ça». De passer de ça à: «Je suis psy, toujours», parce que ça infuse tout ce que je fais, bien évidemment, mais je vais pouvoir recevoir une rémunération, même si je ne passe pas du temps en one-one là, en individuel avec les gens. Alors là, je parle pas tant, des thérapies de groupe parce que ça j'en faisais aussi. Donc là, effectivement, c'est pas du one-one avec juste une personne, on va dire, c'est du one-one mais avec plusieurs personnes. Mais voilà, c'est décorréler en fait le est-ce que je peux être psy, garder mon identité de psy et en même temps avoir un business qui est d'où le nom, hein, qui est quand même un peu plus commercial, dans la vibe que juste, je suis en libéral et je vois des gens, ça fait plus médical et c'est quelque part le cas, sauf que en fait, les libéraux, c'est pas juste des gens, dans dans la santé mentale ou dans la santé tout court, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc rien que ça a fait partie de ce travail de remaniement identitaire. Comment je peux m'autoriser à vouloir être autre chose que uniquement ce que je suis, quelque part. Ce qui est déjà très bien, hein, en soi, comme je disais la semaine dernière, je ne souffrais pas en fait, du fait que je n'avais, entre guillemets «que des consultations dans une semaine» et que c'était ça mon travail. Je souffrais pas de ça, j'avais juste envie de plus, envie d'autre chose. OK, ça c'était pour illustrer un peu ce truc de point de départ. Clairement, c'est pas exhaustif, hein, encore une fois, enfin, même dans l'illustration que j'en donne, de mon expérience à moi, il y a beaucoup de choses, que je vais pas forcément vous dire là, parce qu'on n'aurait pas le temps et puis, ce serait peut-être pas hyper pertinent non plus pour vous. Mais dans tous les cas, on a déjà pu enfin j'espère que tu je sais pas si je vous vois ou tutoie, donc je vais tutoyer maintenant. Voilà, je décide. Donc j'espère que tu as déjà pu entendre que quand je fais ce travail de OK, d'où je pars, vu que j'ai déjà travaillé en amont et si tu l'as pas fait, je t'invite à le faire, mais vu que j'ai déjà travaillé en amont sur où est-ce que j'ai envie d'aller, après en vrai peu importe, hein, si, tu commences par, d'où je pars ou si tu commences par où je veux aller, on s'en fout un petit peu, de l'ordre. Tu le fais dans l'ordre qui vient, qui est le plus naturel pour toi et l'important c'est de faire les 2. Donc moi je me souviens plus très bien, mais je crois que j'ai fait d'abord, où est-ce que je veux aller, à quoi je veux que ça ressemble en fait, ma nouvelle réalité et après je me suis dit: «OK, et donc d'où je pars, réellement?» Et quand on fait ça, bah, en fait les liens, les dissonances, les incohérences, les paradoxes entre les 2 réalités quelque part, se déroulent souvent de manière un peu naturelle. Parfois, faut aller les chercher quand même, hein. Et puis parfois, il y a que l'expérience qui vient nous mettre ça, devant le pif, comme ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Vu que je suis allée à l'opposé, là, ça m'a bien, je l'avais vraiment devant, quoi. Je pouvais pas faire comme si je le voyais pas. Et donc c'est
toutes ces dissonances-là qu'on va pouvoir, vraiment mettre au travail, avec, cette question-là de remaniement identitaire. Hem, juste, il y a un truc qui me revient là par rapport à cette présence en ligne et cetera. Je sais que moi ce qui me posait vraiment problème et avec lequel je suis en train de me réconcilier pour être totalement honnête, je peux pas dire que je suis à 100 sereine, c'est le mot qui me vient, mais c'est même plus que sereine. En fait, je sais pas si aujourd'hui, là, je peux dire qu'à 100 je suis alignée. Enfin si, je suis alignée, aujourd'hui. Il y a quelques mois, l'année dernière, je pas du tout alignée, je pense. Enfin, ça veut pas dire que ce que je disais, je ne le pensais pas, mais la vibes avec lequel je la faisais, laquelle je créais, c'était pas moi, en fait. Enfin, c'est pas ma patte à moi. Je m'interdisais parfois de mettre du perso. Enfin, quand je dis du perso, c'est qui je suis, en fait, avec, mon énergie à moi. Parce que je me disais que fallait que ça reste pro, que ça allait pas intéresser les gens et peut-être que ça intéressera pas les gens. D'ailleurs, je vois que depuis que j'ai repris en avril là, ma présence en ligne sur Instagram, là où je suis la plus active en termes de réseaux sociaux, je vois qu'il y a des gens qui se désabonnent et je pense que l'année dernière, j'aurais été vraiment touchée par ça en mode, «Ah mince, bah, du coup ça plaît pas ce que je fais et puis, bah, si les gens partent, ça va pas dans la direction que je veux prendre quoi, dans ma façon de travailler, dans ce que je veux amener aux gens et tout, ce que je veux créer dans mon quotidien. Alors que là, aujourd'hui, je suis en mode, bah, très bien, en fait. Ça veut dire que les gens qui partent, bah, ils aiment pas trop, ou ils se retrouvent pas dans la nouvelle, vibes là que je donne. Et tant mieux s'ils partent en réalité, parce que ce sera bien pour eux qu'ils aient plus à voir ma tête, s'ils ont plus envie de voir ma tête. Et moi je perds pas grand chose en fait, parce que c'est qu'un chiffre au final. Mais l'année dernière j'étais focus en mode, j'étais un peu, comment on dit, matrixée là par, les métriques Instagram. Parce qu'on entend beaucoup de conseils marketing et tout le bordel quand on veut essayer de construire un genre de business en ligne, hein, comme ce que je fais avec les formations, les programmes en ligne et tout. Et en fait, je me suis fait bouffer par tout ça. Bon, il y a d'autres facteurs qui fait que je me faisais bouffer partout, mais celui-là, vraiment, je me suis perdue dans voilà comment fonctionne un réseau social et voilà comment un business en ligne devrait tourner, alors que ce n'était pas moi et c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Et puis, bah, peut-être que ça marchera moins bien que si j'appliquais plein de stratégies, mais d'une, je suis vraiment pas sûre. Et puis de deux, bah tant pis, c'est pas grave. Du moment que je fais un truc qui, moi, me convient, c'est ça qui m'importe en fait. Tout ça pour dire que tout ce bloubi-boulga de résistance par rapport à la présence en ligne, de tous ces conseils, j'ai envie de dire non sollicités et que pourtant je suis allée chercher, mais non ajustés plus que non sollicités. Et bah tout ça, ça faisait qu'à l'intérieur de moi, même si mon conscient me disait mais non pas du tout, tu es là, tu fais le truc bien et puis voilà, t'es investie, c'est vachement bien meuf, continue. Et ben en fait ça, à l'intérieur de moi, ça a créé une grosse part psychique de moi qui refusait d'assumer, d'endosser la posture nécessaire pour que mon aspiration à moi, c'est-à-dire là on va le dire très vite, mais le business en ligne c'est plus complexe que ça, mais pour donner juste une étiquette, puisse arriver. Et la posture nécessaire n'était pas et n'est toujours pas à quel point j'applique des protocoles Instagram à la con qui ne me correspondent pas et avec lesquels je vibre pas parce que quelqu'un ou plusieurs personnes auraient dit que c'est ça qui fonctionne. Et en fait, c'est ça qui faisait beaucoup de dissonance et qui faisait qu'à l'intérieur de moi, j'étais là, mais j'étais pas là, quoi. Enfin, je créais du contenu, mais mon cœur n'y était pas, ma voix n'y était pas. Et c'est pour ça que je suis très contente de reprendre le podcast avec cette nouvelle vibes, parce que justement, je trouve que ça me correspond bien mieux. Ça me correspond bien mieux, parce que c'est vraiment moi, parce que je m'autorise à donner et à transmettre ma voix, et pas des conseils qui ne me correspondent pas. Bref, je pense qu'on a compris, là je suis en train de me répéter. Donc je vais passer au point suivant, qui est cette question de... enfin c'est pas une question, mais il faut, je pense, dans ce processus là de remaniement identitaire, se demander et se redemander, parce qu'il va falloir checker régulièrement pour ne pas faire comme moi
n'est-ce pas, d'aller à l'opposé de la bonne direction, de se demander et de se redemander pourquoi on veut aller dans cette direction. Pas dans n'importe quelle direction, mais dans cette direction. Et parce que des fois la direction elle change en plus, donc faut checker aussi si la direction n'a pas changé entre temps. Et pourquoi on veut y aller. Vraiment alors vous allez me dire, enfin vous allez peut-être pas me le dire, mais vous allez peut-être le penser, que je saoule avec ce truc de oui, pourquoi on fait ça, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton envie profonde, nanana. Parce qu'on a entendu, on a entendu ça un peu en mode rabâchage d'oreilles, je sais pas si ça se dit, mais voilà. En mode il faut savoir pourquoi tu fais ça, c'est quoi ta motivation profonde. N'empêche que si on sait pas pourquoi, si on sait pas, il y a la campagnarde qui arrive là, si on ne sait pas pourquoi on veut aller dans une direction précise, il y a de fortes chances que soit on n'y aille pas de la bonne façon, soit on se dirige finalement à l'opposé comme ce que j'ai fait, et je peux vous dire que ça fait mal, en tout cas que c'est vraiment pas agréable, soit on va peut-être avancer un peu quand même dans la bonne direction, mais est-ce que on va vraiment arriver au bon endroit à destination? C'est vraiment pas sûr. Et dans tous les cas, il y a un gros risque de perte de sens, même si par le plus grand des hasards, vous arrivez quand même à destination, à la bonne destination, mais si vous n'avez pas cultivé ce truc de pourquoi j'ai envie de faire ça, à quoi ça me sert finalement en fait d'aller dans cette direction-là, qu'est-ce que j'ai envie de générer autour de moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, à quelle sensation j'ai envie de me connecter quand je serai à destination, mais aussi sur le voyage, pendant le voyage. Toutes ces questions-là, si on sait pas, si on les cultive pas, bah, au final on va arriver peut-être à destination par le plus grand des hasards, mais en fait, c'est un peu comme si on arrive à destination, puis on se dit mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis allée là déjà, enfin je ne sais pas. Ok, je suis à tel endroit, mais je fais quoi maintenant, je vais où, je vis quoi, donc c'est pas non plus très agréable, et pour le coup, quand on met beaucoup d'énergie à aller dans une direction particulière et qu'on sait pas pourquoi on arrive à destination, je peux vous dire que ça fait un peu mal quand même, hein, parce que là pour le coup en termes de dissonance interne il va y en avoir beaucoup. Et c'est pas très confortable. Et finalement de se demander aussi pourquoi on fait ce qu'on fait, et pourquoi on le fait de cette manière-là, c'est surtout ça qui est très important et très intéressant. C'est pourquoi je le fais de la manière dont je suis en train de le faire, peu importe l'endroit, comment dire, la progression dans laquelle vous êtes, si vous êtes au tout début, au milieu ou proche de la fin. C'est pour ça que je disais, il faut se redemander, c'est vraiment des points d'étape, on peut dire. Il faut aussi se demander pourquoi je le fais de cette façon-là. Et moi, typiquement, c'est un peu la grosse claque que je me suis prise en début d'année, voilà. Et quand je me suis posée sur, ok, quid de ma présence en ligne, quid de ce business en ligne que j'ai toujours envie de faire vivre et de développer, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, comment je le fais exister, comment je tente de le développer, ou comment je le développe tout court, ou voilà, vers où je l'amène aussi ce projet, et moi avec, bien évidemment, puisqu'il est intrinsèquement lié à ma petite personne. Et finalement, bah, ça m'a permis aussi, pour illustrer cette histoire de pourquoi on fait les choses comme on le fait, et que c'est vraiment une question hyper importante, c'est que cette claque que je me suis prise, ça m'a permis quand même de me dire, d'où les embûches qui sont intéressantes, ça m'a quand même permis de me dire, ok, en fait là, ce que j'ai créé l'année dernière, et la façon dont j'ai fait ce que j'ai fait pour aller dans cette direction-là de mon aspiration à moi, je l'ai fait depuis un espace de peur, depuis un espace d'urgence, depuis un espace de manque. Les trois cumulés, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et même si je reviens pas sur ce que je disais, je crois que j'ai fait un réel sur Instagram où je disais que j'aimais toujours ce que je faisais. C'est vrai, le fond, j'aimais toujours ce que je faisais. Et c'est pour ça que je reprends et que je continue aujourd'hui. J'aime toujours transmettre, j'aime toujours le processus thérapeutique, décortiquer tout ça, proposer des programmes en ligne. J'ai trop d'idées d'ailleurs là. Enfin non, j'ai pas trop d'idées, faut arrêter de dire ça. D'ailleurs, je voulais faire un podcast là-dessus, sur pourquoi il faut arrêter de dire qu'on a trop d'idées. Mais j'ai des idées. Là, j'en ai une en particulier en ce moment, mais je vais pas en parler ici, pour un programme en ligne que je trouve génial et qui sera certainement en lien avec cette thématique de transition. Mais bref.
Je referme cette petite parenthèse parce qu'on en parlera une autre fois, n'est-ce pas? Mais hésite pas à me dire dans les commentaires si le sujet, en soi te parle, pour un podcast, ce truc de trop d'idées là dans la tête. Comment on fait? Comment on se tranquillise? Hem Parce que c'est très en lien cette histoire de «j'ai trop d'idées» justement avec cette notion d'urgence, cette notion de peur et de manque. L'année dernière, j'étais parasitée par tout un tas de trucs certes, mais par, justement plein d'idées parce qu'il fallait que je fasse toujours plus. Il fallait que j'ai une nouvelle idée. Il fallait que je crée un nouveau contenu digital. Il fallait que je crée du nouveau contenu sur les réseaux. Parce que si je le faisais pas, j'avais l'impression que j'étais pas dans ce déroulé de oui, mais en fait, j'œuvre à mon aspiration, je développe ce que je veux développer, nanana. Alors qu'en réalité, je créais tout ça parce que j'avais les pétoches. Parce que je me disais, si je ne crée pas, je suis en train de mourir. Ou en tout cas mon business est en train de mourir, ma vision, mon rêve, mon aspiration, peu importe comment on l'appelle, est en train de mourir. Alors qu'en réalité, ça le fout juste dans le mur. Parce que du coup, je crée à partir d'un endroit où je suis pas vraiment moi, où des fois, alors là, je vous donne cet exemple-là, du coup, j'ai l'impression de trahir en quelque part mon propre être, on va dire. Mais des fois, c'est je crée à partir d'un espace de peur, d'urgence ou de manque, parce que finalement, je cours derrière une forme de reconnaissance, une forme de mérite, une forme de réussite. Très honnêtement, je pense qu'il y avait des petits bouts aussi chez moi qui se baladaient là-dedans, même si c'était pas forcément le plus majoritaire. Mais ce serait faux de dire qu'il y en avait pas, c'est clair. Et je check ça du coup dans mes points d'étape. C'est ok, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais parce que ça te ferait plaisir d'avoir une reconnaissance, que les gens trouvent ça génial et tout. C'est cool, hein, je vais pas cracher dans la soupe si les gens trouvent ça génial, et ça m'a fait très plaisir quand certains d'entre vous m'ont écrit justement après l'épisode de la semaine dernière pour me dire que c'était cool et que ça leur a beaucoup parlé. Certes, ça fait plaisir, ça narcissiquement c'est plutôt sain hein, de recevoir des compliments, de recevoir de la reconnaissance, mais est-ce que je le fais, est-ce que je fais ce que je fais pour générer cette reconnaissance? Et c'est en fait la question à se poser, c'est surtout si je ne reçois pas de reconnaissance, si je crée quand même ce que je veux créer, si je construis quand même ce que je veux construire, et que malgré tout je ne reçois pas de reconnaissance, et je reçois pas de valorisation sociale, je reçois pas de mérite particulièrement exprimé de l'extérieur, quoi, que je ne peux pas cocher la case de réussite. En plus, c'est un truc qui m'a beaucoup traversé là avec ce business en ligne, c'est que bah au début on commence à zéro. Là, avec ma nouvelle structure juridique avec Psycréate, bah je repars aussi de zéro. Hein. Au final, j'ai plus les contacts que j'avais avant, même dans la base mail des newsletters par exemple, de manière très concrète, je repars de zéro. Donc la question pourrait aussi venir me retrigger, là, me réactiver sur de l'urgence, sur il faut que je réussisse, il faut que je montre que je peux, que je sais le faire, mais en fait tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles de, de savoir est-ce que je réussis, moi, Agathe Pingusson, dans ce monde. En fait, tout le monde s'en fout. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et je devrais aussi m'en foutre. Et je me connecte de plus en plus, je vais pas raconter de la merde hein, non plus, je reste humaine, donc il y a des moments où bien évidemment que j'aurais envie, bien évidemment que ça revient un peu dans ma tête en mode oui mais là les gens achètent pas et les gens me disent pas, mais on s'en fout, parce que, et justement on s'en fout parce que je me suis posé la question avant, pourquoi je veux aller là dans cette direction, et pourquoi je veux le faire de cette façon-là. Et honnêtement, mais ça change tellement tout, parce que l'année dernière, je le faisais pas d'un bon endroit, et du coup, le pourquoi je le fais comme je le fais, il était pourri. La réponse était pourrie, d'ailleurs, je me la suis pas trop posée, parce que bah, sinon ça m'aurait trop confronté, je pense, à un truc que je pouvais pas gérer à ce moment-là, parce que c'est un peu challengeant quand même. Alors que là, quand je me demande pourquoi je le fais comme je le fais, et pourquoi du coup je veux aller dans cette direction de cette façon-là, et bah là, ça ouvre la possibilité de se dire, ok, je le fais parce que je kiffe, parce que c'est ça que j'ai envie de faire. C'est un peu des fois, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais j'ai entendu parfois moi des écrivains qui dans des interviews et tout autour du processus créatif, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, dire que
en gros, ils devaient écrire. Ils pouvaient pas faire autre chose que d'écrire parce que, genre, je sais pas, leur âme, leur esprit, leur psychisme, peu importe comment on le dit, avait besoin d'écrire. Et que c'était presque une question de survie pour eux. Alors, je pense qu'il doit se cacher des choses, parce que du coup, on le fait depuis un espace de survie, donc c'est pas forcément le truc le plus lumineux, mais c'est pour vous donner la vibes un peu. Là, je sens que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, de la façon dont je le fais depuis mon retour, là, en avril, parce que c'est ça qui me fait kiffer. Et même les contenus que je fais sur Instagram, concrètement, si je regardais que les métriques, les fameuses métriques, le nombre de likes, le nombre de commentaires et tout, je pourrais me dire, putain, c'est de la merde, tout le monde s'en fout en fait. Et peut-être que tout le monde s'en fout. Et en fait, moi, je m'en fous aussi, quelque part. C'est pas pour dire peu importe si les gens sont là ou pas, parce que je trouve que c'est vachement plus chouette quand les gens sont là. Mais même s'il y a 5 likes, 10 likes, ou plus, ou même un commentaire, et ben ça me fait déjà ma journée. Et pas parce que je suis en gros manque et que je me dis, waouh, ok, trop bien, quelqu'un sait que j'existe. Mais plutôt parce que je me dis, ok, ça. Moi, j'ai créé ce que j'avais envie de créer. Je me suis éclatée pendant le processus créatif, pendant le fait d'écrire les épisodes. Ça, je reviendrai aussi dessus. Je vais faire un podcast sur à la fois les prises de notes après des séances de thérapie, mais aussi l'écrit, en fait, le fait, parce que je réécris. Ça faisait genre longtemps que j'avais pas écrit avec un vrai stylo, autrement que dans mon journal à moi, où je décharge un peu, mais où j'écris des trucs pro, un peu des trucs... Et ça change énormément de choses. Bref, je fais un teasing pour un prochain épisode, mais idem, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. J'ai peut-être pas été méga claire en termes de thème, mais c'est pas très grave. Parce que je repréciserai après, puis je sais pas si j'en ferai un ou deux par rapport à ces thèmes-là. Bref. Tout ça pour dire que le fait d'aimer faire le comment je le fais, comment je fais ce que je fais, en fait, peu importe après s'il y a des likes ou des commentaires, c'est du bonus. Et du bon bonus, hein, faut pas enfin, je le minimise pas, mais c'est pas pour ça que je vais le faire. Et donc, je le fais plus d'un endroit, ouais, d'un endroit un peu sombre, on va dire. Et très honnêtement, je pense que ces états-là d'urgence, enfin, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ces états d'urgence qui, moi, après, je pense, enfin, je suis sûre même que ça ne fonctionne pas comme ça avec tous les individus, mais en tout cas, chez moi, ces états d'urgence ont généré, alors pour ceux qui connaissent les émotions de base, que ce soit des patients, s'il y en a qui écoutent les podcasts, ou des psys qui se sont formés à la théorie des émotions de base chez moi ou ailleurs, moi, mon état d'urgence, ça suractive mon seeking. Donc l'émotion de base qu'on pourrait traduire, qui a été traduite d'ailleurs en français par Margot Sunderland, par le système recherche. C'est vraiment tout ce qui est élan vital, curiosité, etc. Envie de faire des projets, justement. Et ce seeking-là, il se suractive de fou chez moi, parce que c'est mon mécanisme un peu de défense, de survie aussi. Et du coup, ça me fait avoir genre 10 000 idées à la minute, où je me dis, il faut que je crée tout ça, faut que je concrétise toutes ces idées. Et du coup, ça m'amène, j'allais dire doucement, mais pas si doucement selon les cas, à un état de surmenage potentiellement très avancé. Et c'est ce que j'ai vécu là de janvier à mars, fin mars. Il y avait plus personne. Je n'étais plus capable de rien. Je sais plus si je l'ai dit ça la semaine dernière, dans le podcast de la semaine dernière, mais j'étais vraiment dans un état, mais mon Dieu quoi. Enfin, je crois que j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, mais celui-là, je l'avais pas vu venir. Enfin, je l'avais vu venir vers la fin, mais je pensais pas que ça allait m'atteindre autant, et ça m'a atteint à un point où je ne supportais plus aucune stimulation sensorielle. C'est-à-dire que je pouvais pas écouter du bruit autre que juste le silence et à la limite les oiseaux dans le jardin, quoi. Mais la lumière, fallait que ce soit tout doux. J'avais quasiment plus de relations sociales à part avec mon compagnon, parce que ça me coûtait en termes d'énergie. Genre, c'était vraiment mon système sensoriel qui était en mode non, on va tout arrêter parce que là, ça a été trop.
Bon, tout ça pour dire que ça a un lien, dans certains fonctionnements de chez certaines personnes dont je fais partie. Ce truc d'urgence peut vraiment suractiver le seeking et du coup moi ce qui me gêne et je le dis maintenant, je l'aurais pas dit comme ça l'année dernière certainement, parce que j'étais encore dedans, mais je trouve que ça commence à m'irriter en ce moment là, quand on entend des discours et c'est très, très fréquent, de personnes qui disent, un peu en se vantant quelque part de, «Ah mais j'ai trop d'idées» et je l'ai fait tout à l'heure, hein, je me suis reprise, mais «J'ai trop d'idées à la minute, mon cerveau ne s'arrête jamais», ça va un peu dans la mouvance de presque une valorisation des troubles type, TDA, TDAH, les troubles de l'attention et cetera. Ça pose vraiment question, mais ce serait un autre sujet aussi de podcast éventuellement, donc dis-moi, j'arrive pas hein, avec le tu ou le vous, je vais prendre le rythme, hein, mais c'est compliqué. Dis-moi du coup en commentaire si ce genre de thème t'intéresserait, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire, mais ça va un peu dans cette lignée là de en fait, à valoriser socialement le fait que c'est trop bien d'avoir 10 000 idées. Bah, en fait, non, c'est pas. Il faut pas non plus être dans l'autre extrême de dire il ne faudrait pas avoir 10 000 idées, parce que je serais mal placée pour dire ça, sachant que je pense que j'ai quand même beaucoup d'idées. Mais il y a avoir beaucoup d'idées, avoir trop d'idées, et qu'est-ce qu'on met derrière tout ça derrière, ça veut dire quoi avoir trop d'idées? Parce qu'en réalité, le cerveau de n'importe quel humain n'est pas capable de ne pas penser. C'est genre neuronalement pardon, impossible. Le psychisme déteste le vide, donc on va avoir des pensées non-stop, ça c'est juste normal, ça veut dire qu'on est humain. Donc de dire qu'on a trop de pensées, bah ok, t'es humain. Bah good for you, enfin bienvenue quoi. Après c'est comment ces pensées-là nous traversent et c'est quoi l'énergie là qui circule? Est-ce que le trop, c'est parce que ce sont des pensées qui sont trop parasites ou qui sont trop envahissantes? Bref, je vais sur un autre thème, mon Dieu, et ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on parle, donc je referme cette parenthèse et je compte sur toi pour me dire si tu as envie qu'on explore ça dans un autre podcast. Pour revenir sur cette idée de depuis quel endroit de moi je crée, depuis quel endroit de moi je construis, je me dirige dans cette nouvelle direction, dans cette aspiration que j'ai. Je suis convaincue, et je le vis là, certes depuis peu, parce que c'est depuis que j'ai repris mon activité pro, mais je suis convaincue que si on crée depuis justement cet espace de feu intérieur, si on pourrait dire, de seeking, mais bien régulé, voilà, où il n'y a pas trop de peur, d'urgence, de manque, etc. Donc, où la créativité peut être prendre plus de place. Et prendre plus de place, ça veut pas dire retomber dans j'ai trop d'idées, hein. Ça veut juste dire elle a de la disponibilité, elle a de l'espace pour se déployer même s'il y a qu'une seule idée. C'est ça que je veux dire. J'espère que je suis claire, parce que je suis pas trop sûre d'être claire là, mais au pire vous me dites. Tu me dis. Oh. Et je pense, et je suis convaincue que quand on crée à partir de cet endroit, on va dire un peu plus lumineux, si on veut prendre des termes un peu genre spirituels, je pense que le résultat, c'est que au lieu d'agir en contradiction avec des parts de soi, on incarne ce qu'on veut créer, on incarne du coup déjà un petit peu la destination là qu'on cherche à atteindre, et du coup on communique. En tout cas moi, si je reprends mon exemple, j'ai l'impression que je communique, que je transmets, que je partage davantage, plutôt que d'essayer de convaincre ou de me convaincre, hein, la plupart du temps. Et la différence est vraiment très, très importante, parce que je pense qu'il y en a une où j'inspire davantage, en tout cas j'espère que j'inspire, mais je sens plus cette vibes-là quand je crée à partir d'un endroit clair en moi, assumé, et pas pressé avec des peurs et des craintes que je peux avoir. Et puis l'autre où finalement j'inspire pas, voire j'irrite, voire j'use les gens, et que c'est pas cool, parce que c'est pas ce que j'ai envie de créer, et c'est pas ce que j'ai envie de générer. Et bon voilà, enfin, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus dans les détails, je pense que c'est assez clair cette distinction-là. Et un des trucs aussi que je voulais vraiment partager aujourd'hui, même si ça commence à faire long là, l'épisode, c'est que justement quand on se connecte au «bon pourquoi» entre guillemets,
Je pense aussi et je le ressens, là, dans mon chemin actuel, que les notions de rigueur et de discipline, ça c'est tout un sujet, le rapport à l'humain, le rapport de l'humain, pardon, à la rigueur et à la discipline, c'est toute une histoire, surtout quand les parents ou l'école ont mis leur grain de sel avec cette notion-là de rigueur, de discipline, d'autodiscipline, etc. Eh bien, quand on a fait le taf de se connecter au bon pourquoi, de savoir d'où je viens, où je veux aller, tout ce qu'on a dit en fait aujourd'hui là dans le podcast, dans l'épisode, je pense et je suis convaincue et je ressens aujourd'hui que ces histoires de rigueur et de discipline se rattachent enfin à notre aspiration, à nos aspirations, à notre projet, à notre envie de changement, dans le sens où la rigueur ou la discipline, peu importe, vous choisissez le mot que vous voulez, devient au service de la direction qu'on veut prendre, plutôt que d'être uniquement une contrainte subie parce que quelqu'un aurait dit que il faut être discipliné pour atteindre ses objectifs. Et quelque part c'est vrai, si on est complètement désorganisé, que on fait une fois le taf et puis après on arrête et qu'on y retourne, on va prendre plus de temps, peut-être qu'on va quand même y arriver à notre destination. Mais on va certainement prendre plus de temps. Et c'est pas une obligation, la discipline, en tout cas l'autodiscipline. Mais on a souvent tendance à la voir comme un truc imposé, un truc qu'il faudrait se bouffer quoi, pour réussir là où on a envie de réussir, peu importe la définition qu'on donne à la réussite, ça c'est très personnel. Alors que quand on change un peu la perception, c'est plus je dois être disciplinée, mais ça peut devenir je suis disciplinée parce que mon aspiration me pousse à l'être, en fait. Donc, quelque part, c'est moi. C'est la personne que je serai quand je serai arrivée à destination qui, elle, a cette forme de discipline, peu importe dans quel domaine on le place. Parce qu'en fait, il y a de la discipline partout. Genre, on est discipliné pour, je sais pas, ne pas oublier de respirer quand on nage dans une piscine, par exemple. Bon, là, c'est pas une question de est-ce que je dois le faire parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait le faire, mais ça me saoule. Non, juste on le fait, parce que sinon on crève. Bon, voilà, c'est une forme de discipline. Bon, l'exemple est exprès un peu absurde, mais c'est pareil, on est discipliné quand il s'agit de manger 3 fois par jour, même si on se cuisine pas des trucs de fou, même si on cuisine pas et qu'on a peut-être des mauvaises habitudes, mais on est quand même discipliné à aller manger, en fait. Donc, cette question de discipline, elle est pas... elle peut ne pas être rattachée à l'extérieur, mais prendre racine et prendre mouvement depuis l'intérieur. J'ai un dernier point que je voulais aborder dans les points que je m'étais préparée là pour ce podcast. Donc je vais le traiter aujourd'hui, même si on est à plus de 50 minutes d'épisode. Parce que ce serait ridicule d'arrêter là-dessus et de vous dire je vous en parle la prochaine fois, alors que là j'ai littéralement plus qu'un point. Le point auquel je veux faire référence là, c'est cette question... Enfin, encore une fois, ce n'est pas une question. Mais c'est le fait d'assumer quelque part, ou de pouvoir assumer, ou de se rapprocher du fait d'assumer, que la nouvelle donne qu'on cherche à mettre en place, la destination qu'on cherche à poursuivre, vient souvent en contradiction avec ce qu'on a l'habitude de se dire sur soi. Alors, là vous me direz, oui, Agathe, ça fait quand même 50 minutes que tu nous parles de dissonance identitaire, donc je pense que c'est clair. Et c'est effectivement dans la même vibes, mais je voulais reprendre ça parce que ça paraît évident, mais à le vivre, c'est quand même un petit peu plus ardu que juste se dire, oui, ok, je sais que ça va être différent, et que du coup, c'est bien pour ça que c'est difficile d'y aller. Et je voulais aussi illustrer le truc, parce que typiquement, tout à l'heure, je vous disais que le simple travail pour moi d'assumer, de conscientiser, de mettre en mots, de m'autoriser à penser et d'assumer le fait que je n'avais plus envie que mes semaines s'organisent autour des consultations, et bien typiquement, le travail que j'ai dû faire dans ce travail de remaniement identitaire, c'est que avant,
Et il y a des bouts qui restent vrais, hein, j'ai pas tout effacé, dans mon être. Mais avant, il y avait quelque chose, comme un espèce de petit dialogue intérieur où je me disais: «Je dois être généreuse» et pas juste, «J'aime être généreuse et c'est ce que je suis», hein, parce que globalement, je pense que je suis une personne assez généreuse, même si c'est pas à moi de juger, puisque c'est plutôt à ceux qui reçoivent de juger si je suis généreuse ou pas. En tout cas, j'ai l'impression de me sentir, ou en tout cas d'avoir cette intention d'être généreuse, mais là, le dialogue, c'était: «Je dois être généreuse. Je dois donner de mon temps pour chaque personne que je peux accompagner, aider». Et d'où le business model que j'avais avant, en tant que libérale, que beaucoup de libéraux ont, en tout cas beaucoup de psy et de professionnels de santé, c'est, je donne de mon temps en consultation et je suis payée à la fin de la consultation. Et que en gros, ça sous-entendait que, voilà, je pouvais pas, c'est pas juste une question de sécurité financière pour moi de manière, générale, mais c'est aussi, est-ce que j'ai le droit, d'espérer ou d'attendre avoir une rémunération, même si je ne donne pas de mon temps? Je veux dire en one one, enfin en présentiel presque, en live. Et ce, alors que mon temps, comme le temps de tout un chacun d'ailleurs, n'est pas extensible. Et que malgré tout, je désire élargir aussi, et ça faisait vraiment partie de ma destination et de pourquoi j'ai envie d'aller dans cette destination, c'est que j'ai aussi envie d'élargir l'impact que j'ai. Toucher plus de gens, plus de monde, pour pouvoir transmettre ce que je constate être finalement aidant et pertinent, notamment avec mes patients, mais aussi avec mes supervisés. Là, on va faire la distinction entre les programmes en ligne et les formations du coup. Mais j'avais quand même envie de ça. J'avais envie que l'impact que je pouvais avoir, non pas pour me prendre pour un gourou de je vais révolutionner le monde, hein, c'est pas du tout le sujet, mais j'avais envie que ce que je partage aux patients et aux supervisés, où ils me disent «Ah putain, mais c'est trop bien, ok, j'avais pas vu ça comme ça», que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Et pour ça, je peux pas me dédoubler, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Euh, et il n'y a pas 10 000 autres façons de faire que pour avoir un impact plus large comme ça, que de proposer des choses où je ne suis pas obligée d'être sur place, entre guillemets, même si on parle pas de présentiel, hein, mais où je suis obligée d'être... j'arrive pas à trouver l'expression, enfin, d'être là, avec les gens. D'où les programmes en ligne, les formations en ligne, où je les prépare, et après, les gens peuvent les regarder à n'importe quel moment, dans le rythme. En plus, j'aime bien ce côté autonomie, autodidacte. Je suis toujours très autodidacte, et j'aime beaucoup cette modalité-là. Mais bref, c'est pas le sujet. Et ça, en fait, le fait d'accepter pour moi que je ne peux pas, et puis que je veux pas non plus, en fait, être dans ce paradoxe de je dois absolument être généreuse et donner de mon temps, parce que si je fais pas ça, je suis, je sais pas, quelqu'un de pas bien, ou je suis égoïste, ou je suis vénale, alors que c'était pas du tout le sujet, mais c'est des choses qui peuvent traverser, quoi, ces questions de remaniement identitaire, parce que les parts de nous sont très douées pour nous raconter tout un tas de trucs, pour dire non, on va pas par là, tu vas voir, c'est mieux ailleurs, c'est mieux comme on faisait avant, t'inquiète pas. Bon, c'est un petit peu le sujet. Là, il fallait que je me confronte au fait que mathématiquement, c'est pas possible. Je pouvais pas garder les deux paradigmes. Je peux pas garder le fait de je dois être généreuse et donner de mon temps pour chaque personne, et en même temps avoir un impact plus grand, toucher plus de gens, et travailler autrement. Ça va de pair. Et donc pour ça, il fallait que j'accepte petit à petit que je ne peux pas, et du coup que je ne veux pas non plus, hein, être autant disponible dans du one-one, là, dans du temps dispo avec, que ce soit mes patients, mes supervisés, mais surtout, là, mes clients, de tous les contenus digitaux, que ce soit programme en ligne, formation. Parce que, avec les patients et les supervisés, tant que j'accepte de prendre de nouveaux patients ou de nouveaux supervisés, ça veut dire que je suis ok avec le fait de donner de mon temps à ces personnes-là pour chaque séance qui va être fixée entre nous. Et ça, c'est à moi de... Ça, c'est un sujet aussi hyper intéressant quand on est libéral, quand on est en libéral, je vais y arriver. C'est à quel moment je m'autorise à refermer mes créneaux. Pourquoi je referme mes créneaux? J'ai eu cette discussion avec une de mes supervisées qui se reconnaîtra peut-être, mais sur cette question de qu'est-ce qui nous pousse
en tant que psy, à refermer nos créneaux. Est-ce que c'est parce que, vraiment, mon agenda déborde déjà et du coup je referme alors que je le fais un peu à contre-cœur parce que je me dis que si je referme, bah, où est-ce qu'ils vont aller tous ces patients qui auraient bien pris rendez-vous avec moi? Alors que, bah, en vrai, ils existaient pas avant, ils faisaient sans vous avant, ils continueront à faire sans vous, ils trouveront quelqu'un d'autre, si ils ont vraiment envie de prendre rendez-vous et ou peut-être même qu'ils vous retrouveront. Moi, j'ai déjà eu des patients qui se sont inscrits sur une liste d'attente, heu, avec moi parce que, je sais pas pourquoi, ils voulaient absolument faire une thérapie avec moi alors qu'ils étaient pas forcément recommandés. Parce que quand il y a des recommandations, je peux comprendre qu'on ait envie d'attendre. Et ça c'est arrivé qu'il y ait des gens, qui soient recommandés et qui voulaient vraiment démarrer avec moi et ils ont attendu plusieurs mois. Moi perso, je trouve ça ouf en vrai. Enfin, je sais que je fais du bon travail et que voilà, quand les gens sont en thérapie avec moi, ça avance et puis on va là où il faut. Mais je trouve ça quand même fou si je me place en tant que patiente. Je sais pas si moi j'aurais le enfin si tu me diras, si j'ai vraiment une recommandation, d'un thérapeute, aujourd'hui je pourrais attendre. Mais au début de ma première thérapie, qui a duré, 12 ans, enfin c'était pas ma première thérapie, mais celle qui a duré 12 ans, heu, j'aurais pas eu la patience, hein, je pense, aussi parce que j'étais pas dans le même état d'esprit, j'étais plus en crise quoi, psychiquement, donc j'avais besoin que ça commence, rapidement. Mais j'aurais pas eu ce réflexe d'attendre en fait. Bon bref, c'est encore un autre sujet. Donc tout ça pour dire que il y a ce travail d'acceptation de comment la nouvelle donne va venir en contradiction avec ce qu'on a l'habitude de se dire sur soi. Donc on est vraiment au cœur du remaniement identitaire, n'est-ce pas? Sur ce les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que vous avez, beaucoup de matière aujourd'hui à écouter, à processer, à voir ce que vous avez envie d'en faire pour vous, parce que c'est un peu tout le but de ces épisodes de podcast, c'est pas juste que je vous raconte ma vie, même si ça peut être cool, mais c'est surtout que vous puissiez voir, comment vous vous identifiez, quel bout vous avez envie de garder. Ça m'intéresse vraiment beaucoup que vous puissiez me dire, quelles sont les choses qui ont résonné pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de garder, qu'est-ce que vous avez envie d'écarter parce que ça vous correspond pas. Des fois je trouve que c'est aussi, très fondateur, je vais dire, de dire: «Ça j'aime bien, ça j'aime pas». Pas pour critiquer ce que l'autre dit, parce que, bah, de toute façon, on n'a pas les mêmes expériences de vie, on n'a pas le même contexte, donc ce sera forcément différent entre toi et moi. Et c'est bien, en fait, hein, que ce soit différent et que tu ne raisonnes pas, avec, tout ce que je dis. C'est ce que je dis à mes patients d'ailleurs aussi quand, je propose certaines choses, j'ai dit: «Voilà, si ça te parle pas, bah, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est même pas forcément que je suis à côté de la plaque», même si des fois ça arrive et que c'est bien de le reconnaître. Mais c'est juste, bah, c'est pas pour toi à ce moment-là précis de ta vie. Peut-être que ça le sera jamais, peut-être que ça le sera plus tard, peu importe. L'important c'est que ça résonne à ce moment-là. Heu, Comment conclure ce long épisode? Eh bien, en vous souhaitant un bon remaniement identitaire, bien évidemment. J'ai nommé dans le podcast, ces histoires de seeking et tout parce que, bien évidemment, le seeking est très, très important comme émotion de base, je vais y arriver, autour de ces projets, de ces concrétisations, de est-ce que j'ose rêver? Est-ce que j'ai, le seeking, il vient aussi parler de cette capacité un peu à scanner son environnement, de manière générale et à se projeter quelque part dans ce qu'on a envie de concrétiser, quel que soit le projet en question. Donc si le seeking est un petit peu en rade, s'il est un petit peu poussif quelque part à mettre en marche, eh bien ça peut aussi créer beaucoup de blocages. Ça peut créer vraiment beaucoup de blocages. Je répète, dans ces questions-là de changement. Idem si vous avez un système rage, donc système colère, qui est un petit peu trop timide, ça va aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup vous bloquer dans ce processus de transformation, tout simplement parce que le système colère, dans sa fonction première d'émotion de base, et alors c'est pas sa seule fonction, mais une de ses fonctions, c'est quand même de nous permettre
dépasser les obstacles au seeking, donc ce qui va nous toutes les embûches qu'on va rencontrer, y compris le remaniement identitaire, hein. Pour aller voir tout ce qu'on vient de se dire, il faut un petit peu de rage. Pas pour être en colère contre soi ou contre le monde, mais pour avoir la niaque, pour se dire: «OK, je mets les mains dans la merde et maintenant je regarde pourquoi je me suis plantée pendant 3 ans et demi à faire un truc qui en fait n'a coché aucune case», j'en ai parlé la semaine dernière, de ce que je voulais créer. Pourquoi, l'année dernière, j'ai créé du contenu sur Instagram que le fond, je pourrais le garder, la forme, je trouve ça pas fou, quoi. C'est limite, bon, je jetterai pas tout parce que ça me ferait mal de jeter une année de création, mais j'avais même pensé à créer un nouveau, compte Instagram, à repartir vraiment de zéro et je me suis dit après: «Non, c'est con quand même». Tu quand même des gens qui seront contents aussi, de te retrouver et puis, tout ce que t'as créé, même si tu l'as pas créé d'un endroit hyper, éclairé, le fond est quand même bon, je suis toujours en alignement avec ce que j'ai raconté dans le fond, quoi, donc bref, voilà. Tout ça pour, dire que si ces questions là d'émotions de base, de seeking, de rage, puis bien évidemment il y en a 7 en tout, donc là j'en ai parlé que de 2, mais elles interagissent toutes dans ce processus d'évolution. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver, si tu es un particulier, si tu pas envie de te former, au niveau vraiment thérapeutique à cette, théorie des émotions de base, bah, tu peux retrouver le programme en ligne émotionnel sur, le site, psycréate.com où là, tu vas pouvoir suivre, je crois que ça fait 10 heures, peut-être un peu plus de 10 heures, je sais plus, de contenu vidéo où ça t'explique chaque émotion, il y a un workbook de je sais plus combien de pages, qui te permet de faire ton auto-évaluation, au début du programme, après le programme. Tu beaucoup, j'allais dire 10 000, non, tu n'en as pas 10 000, mais tu as beaucoup, d'activités de régulation émotionnelle en fonction de chaque émotion, en fonction de chaque, activation émotionnelle, si tu suractivé, sous-activé, à quoi ça ressemble dans, ta vie de tous les jours, s'il y a des symptômes, si tu suractivé, si tu sous-activé, et cetera, et cetera. Moi, je le trouve super parce que c'est moi qui l'ai fait, déjà, mais aussi parce que la théorie elle est folle, enfin elle est vraiment vraiment top et du coup si tu es professionnel et que tu as envie de te former à cette formation qui changera à peu près toute ta pratique autour de la régulation émotionnelle, donc et puis la régulation émotionnelle est un petit peu partout quand même, hein, quand on travaille en thérapie, donc ça va changer beaucoup de choses, donc faut que tu sois prêt, à le faire, quand tu seras prêt, surtout que là il y a je sais plus combien d'heures, de formation, mais on va vraiment dans le détail jusqu'à la neurochimie de chaque émotion, la neuroanatomie de chaque émotion, qu'on n'a pas besoin de connaître par cœur, hein, pour pouvoir pratiquer, mais voilà, j'ai fait le choix de tout mettre dans cette formation pour qu'elle soit le plus complète possible. Et bien là, tu peux aussi retrouver sur psycréate.com la formation correspondante que j'ai, de manière très simple, appelée formation émotion. Voilà. Je crois qu'il y a quand même un petit sous-titre en mode neurosciences affectives parce que c'est vraiment la théorie des émotions de base qui a créé le champ entier des neurosciences affectives qui est très connu aujourd'hui et dont on entend parler à peu près à toutes les sauces. Et pas toujours de la bonne façon, mais là en tout cas c'est le père fondateur des neurosciences affectives qui a créé cette théorie, donc on peut pas être au meilleur endroit. Père fondateur qui certes est décédé aujourd'hui, mais qui reste quand même, il est décédé en 2017, donc c'est pas non plus très vieux, et il reste aujourd'hui le seul vrai consensus scientifique sur ces questions de régulation émotionnelle au niveau neuronal, donc c'est assez fou. Bon, pour réellement conclure une bonne fois pour toutes cet épisode, prenez soin de vous, prends soin de toi, jusqu'au bout, j'aurais pas réussi. Prends le temps de te demander où est-ce que tu veux aller, d'où tu pars, quelles sont les dissonances, quels sont les paradoxes, quelles sont les contradictions, qu'est-ce qui va venir te bousculer dans ce que tu te racontes sur toi. C'est vraiment le plus précieux travail que tu peux faire si tu as envie d'être dans un processus de transformation. Et sur ce, je te dis à bientôt pour la semaine prochaine.